Alors, pour expliquer de manière succinctement ce que c'est qu'un condensateur, il faut se baser sur en fait, le condensateur plan. Alors, le condensateur plan, c'est le meilleur modèle, hein, la représentation qu'on peut avoir. C'est-à-dire que le condensateur et le condensateur plan, ce sont deux plaques métalliques qui se font face. Et entre elles, on a mis ce qu'on appelle un diélectrique. C'est un isolant qui empêche du coup le courant de passer, normalement. Et ces plaques, en fait, on va les relier à un générateur, un circuit électrique. Donc on va avoir en fait la capacité, c'est pour ça qu'on va parler de capacité pour le condensateur, donc de stocker l'énergie et de la restituer. Comment ça va se passer? Eh bien en fait ces deux plaques, elles sont reliées du coup de part et d'autre aux deux bandes du générateur. Comment elles sont reliées aux bandes du générateur? On va avoir une influence d'électrons. Donc on va avoir une électrode une plaque qui va recevoir des électrons, celle qui est reliée à la borne négative. Donc, du coup il y a un surplus entre guillemets, de charge négative. A l'inverse, la plaque qui est reliée à la partie positive, elle, c'est comme si elle avait été aspirée de ces électrons, donc elle va plutôt présenter un défaut. Donc en fait, on va avoir une énorme différence de charge entre la plaque A et la plaque B. Et comme on a une différence de charge, on va pouvoir appliquer donc la loi de Coulomb, c'est-à-dire une force électrostatique entre les deux parties métalliques, entre les deux plaques, et on va donc avoir une force. Et lorsque cette force elle devient suffisamment forte, on arrive à rompre la partie diélectrique, la partie isolante du diélectrique, et un électron arrive à passer. Et lorsque l'électron arrive à passer, on a un courant qui passe. Donc on va avoir après une succession d'échanges de charges, QA, QB ou Q, Q', tout va dépendre comment on les écrit, entre les deux plaques, et surtout en fonction donc, de l'épaisseur de ce diélectrique à franchir. Pour le rappeler, entre deux charges, là je vais les appeler Q et Q', pour faire référence à la loi de Coulomb, lorsqu'on a donc deux charges qui se font face et qui sont en interaction, il existe donc une force électrostatique qu'on appelle F, qui est régie donc par la loi donc K fois Q' divisé par D au carré. D représentant la distance qui sépare ces deux charges. On parle bien là ici d'une formule générale, d'accord, qu'on a déjà travaillé préalablement donc dans les champs. On a donc K qui est une constante universelle. Q, étant donné que c'est la valeur de charge, il faut premièrement prendre en compte que Q est égal aussi à N fois E. N, nombre de charges qui auraient été mises en considération sur ce point, et E, la valeur de la charge élémentaire, plus ou moins, en fonction de si on parle d'une charge positive ou négative. Et on a aussi la capacité de dire que le champ E, le champ électrostatique qui sera créé, sera égal à moins U divisé par D. Alors selon un vecteur d'orientation entre les deux plaques, dû en fait au champ, dû à la force F qui va s'exercer entre les deux. Et on en vient à l'expression de la capacité C du condensateur. Alors la capacité C du condensateur, hein, c'est cette fameuse capacité, ce fameux pouvoir, donc de stocker de l'énergie et d'être capable de le restituer par la suite. Étant donné qu'on va avoir une accumulation d'électrons d'un côté, un déficit de l'autre, eh bien effectivement, si on arrête d'alimenter les électrons et qu'on prend le générateur, qu'on le fait devenir entre guillemets générateur à son tour, c'est lui qui va fournir du coup donc des électrons, puisqu'il va se décharger de ces trop pleins d'électrons, et le côté qui en est en défaut va chercher lui par contre à combler son manque. Donc on va bien avoir une restitution d'énergie électrique possible. La capacité C de ce condensateur, on part toujours du modèle plan entre les deux plaques qui sont parallèles, hein, qui se font face avec un diélectrique entre les deux. Elle est proportionnelle à différents facteurs. Le premier, c'est la surface. Soit que plus la surface est grande, plus j'ai donc de charges possibles sur la surface, et donc plus grande sera ma capacité. Il va aussi par rapport à l'épaisseur qu'on appelle ici E du diélectrique. Parce que plus la surface est petite, plus c'est facile de rompre le diélectrique et donc de faire passer du courant. Parce que si j'ai une énorme distance à parcourir pour les électrons, il faut une force électrostatique qui soit considérable. Et le dernier paramètre à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la permittivité du diélectrique, epsilon, donc ça sera vu plutôt dans les valeurs post-bac. Ici, on le met juste en considération dans la formule qu'on présente pour avoir une idée de ce que se représente cette capacité en fait. Le condensateur, étant donné qu'il a donc ce pouvoir, cette capacité C, on va le relier entre la charge et la tension à ces bornes. Notamment le fait que Q est égal à C fois UC. Alors UC étant donné que ça sera là donc la tension aux bornes du condensateur, C capacité, et Q c'est la charge à la plaque considérée. Alors ce que je vous propose pour l'instant c'est de décomposer le système de charge, de décharge et d'étude du condensateur par rapport à ce qu'on appelle un échelon de tension. L'échelon de tension, c'est lorsqu'un générateur
comme je le présente sur le schéma, est capable d'envoyer des signaux créneaux. C'est-à-dire qu'il envoie une valeur positive, et tout de suite ça chute à s'éteindre pendant un certain temps, puis de manière très régulière, hein, de manière périodique. J'envoie une tension, j'envoie rien, j'envoie une tension, je n'envoie rien, j'envoie une tension, je n'envoie rien. Vraiment quelque chose de très carré. On s'aperçoit que le condensateur, tant qu'il reste dans la position du schéma, c'est-à-dire dans une boucle fermée hein, par rapport à la position 1, le condensateur va présenter deux caractéristiques. On va avoir une tension UC à ces bornes qui ne répond pas directement à la valeur envoyée par le générateur. Il y a une espèce de phase, d'accord, d'attente, de transition pour atteindre la valeur du générateur fourni. Et à l'inverse, lorsque le générateur n'envoie plus rien, le condensateur va se décharger, et en fait à sa décharge, on s'aperçoit aussi que la réponse n'est pas directe, elle n'est pas immédiate, il y a ce qu'on appelle une phase de transition, encore une fois, qui ressemble beaucoup à finalement la phase d'ascension. Et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est justement de travailler en deux étapes différentes, donc ce qu'on va appeler la partie de charge du condensateur et la partie de décharge du condensateur. Alors si on zoome un petit peu uniquement sur la première partie, lorsqu'on avait l'échelon de tension qui était positif, donc la partie de charge du condensateur, on s'aperçoit effectivement qu'on a ce qu'on appelle un régime transitoire, le temps que la tension s'élève jusqu'à atteindre la valeur asymptotique, E, et on a ce qu'on appelle le régime permanent. Le régime permanent, c'est lorsque finalement le condensateur a une tension qui n'évolue quasiment plus, elle est quasiment à la valeur E du générateur qui aura été fourni. La valeur asymptotique, c'est donc cette valeur du générateur hein, qui est donnée et que le condensateur cherche désespérément à gagner. Et tout notre intérêt, c'est de travailler, de retrouver des caractéristiques qu'on va appeler taux, le 5 taux, un fameux 0,63E qu'on va expliquer un peu plus tard, les valeurs aussi de tangente à l'origine. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on va travailler. Donc le schéma précédent du circuit et ce modèle de système transitoire avec le régime transitoire et le régime permanent, c'est vraiment les schémas qu'on va garder en tête pour établir, et malheureusement il faudra y passer tous les calculs qui vont suivre. Alors on va prendre le même circuit, on va se placer dans la position 1, c'est-à-dire le système. Donc là j'ai pris un générateur de tension, il n'envoie plus de signaux créneaux, il envoie uniquement une tension continue, E, alors 5 volts, 6 volts, 12 volts, tout dépendra de la manipulation, de la recherche à faire. Mais on est sur un circuit donc avec une seule boucle, on a un générateur qui envoie qu'une seule tension, donc ce qui veut dire qu'on va partir de ce qu'on appelle la charge du condensateur. Donc il reçoit des électrons d'un côté et il en absorbe de l'autre côté. On va appliquer donc la loi des tensions, donc c'est-à-dire que la tension du générateur elle est censée se répartir dans les différents dipôles qui lui font face dans la suite du circuit. Un petit peu comme on fait en classe de collège. Donc on va donc avoir UR plus UC, puisqu'il n'y en a que deux dipôles, qui reçoivent la tension E du générateur. Lorsqu'on va découler avec les différentes lois, c'est-à-dire les différentes formules qui nous sont données, hein, c'est-à-dire que UR est égal à R fois I, et en sachant que I c'est aussi dQ sur dt, on va donc remplacer successivement les formules par d'autres formules. En fait, on va découler le calcul étape par étape, escalier par escalier. Donc on va avoir ce Q qui arrive, et donc ce Q, on sait aussi que c'est C fois UC. Donc je vais le remplacer, donc je vais avoir dans une grande équation, E est égal à R fois C fois DUC sur DT plus UC. Puisque R et C sont des constantes, ça va sortir du terme de dérivée. Pour rappel, le D sur DT, c'est un système de dérivée. On peut tout mettre au même dénominateur, avec R sur C, qui sera une caractéristique, d'accord, qu'on appellera après, dans la suite du circuit. Donc en fait, on va avoir ce qu'on appelle une équation. Une équation avec une dérivée dedans, de UC, et un terme avec UC qui n'est pas dérivé. C'est donc, dans l'équation, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle du premier ordre, et tout l'intérêt par la suite, c'est d'essayer donc de la résoudre, cette équation, et d'en trouver la solution. La solution, elle va nous donner la forme de l'allure, ou tout au moins la formule, de la valeur de UC en fonction du temps, puisque nous, notre problème, c'est que cette tension UC, pour rappel, elle évolue en fonction du temps, elle ne suit pas une réponse directe. Et donc, on va essayer de caractériser, de trouver son équation. Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer donc de faire une résolution, on va dire par méthode. N'hésitez pas, c'est à le faire avec papier à côté, crayon, de mettre des pauses à l'explication, au type de calcul, pour le reprendre en termes de démarche, et pourquoi pas essayer de même le refaire, d'accord, directement, au point par point, méthode mathématique. Et après, on essaiera de l'appliquer un peu plus tard dans des exercices à un circuit réel physique-chimique. Mais vraiment, essayez de le prendre point par point, mettez des pauses, retravaillez, revenez en arrière.
c'est la partie la plus délicate, c'est lorsqu'on va mêler les mathématiques à la résolution physique. Donc notre équation différentielle, elle présente une solution. Une solution, d'accord, donc UC est égal à A plus B, que multiplie l'exponentielle de moins T sur taux. T, c'est ma variable du temps, puisque j'ai bien vu que mon système évolue dans le temps. A et B sont deux constantes que je cherche à déterminer. Ça reste une formule générale, ceci, puisque en fonction des données du circuit, en fonction du générateur, du temps qu'on a passé, du condensateur, de la résistance, tout va changer. Donc c'est vraiment une formule purement générale. On sait que dans cette équation, on a dû dériver UC, puisque j'ai un DUC sur DT. Donc, première étape, c'est que je vais dériver cette proposition de solution. On obtient donc DUC sur DT est égal à moins B sur taux fois exponentielle moins T sur taux. Cette solution, je vais la réinjecter dans l'équation que j'ai travaillée tout à l'heure. Donc on obtient, au final, une assez grosse équation. E est égal à 1 moins RC sur taux fois exponentielle moins T sur taux plus A. On s'aperçoit que RC sur taux, si on joue un petit peu de malice, on peut simplifier notre calcul. Et la malice, ça serait de dire que R fois C, ça serait égal à taux. Et dans le condensateur, c'est ce qu'on va appeler une caractéristique temporelle. Vraiment que taux égale R fois C, c'est une chose à retenir. Ça va même nous simplifier la vie par la suite. Et donc si on pose cette simple condition, dans le calcul, mais en fait je me retrouve avec du 1 moins 1, du coup ça va faire un facteur 0, qui va donc simplifier mon résultat jusqu'à ce que E est égal à A. J'ai déjà trouvé une constante. Il ne reste plus qu'à trouver la valeur de B. Alors pour trouver la valeur de B, c'est un petit peu comme quand on travaillait sur la cinétique, on s'aperçoit que B est lié à l'exponentielle, mais surtout au facteur t. Et donc si ce facteur temps, si je le mets à l'état initial, donc avec un t égale 0, peut-être que ça va simplifier tout le calcul. Et c'est ce qu'on va faire. Puisque à t égale 0, l'exponentielle donnera donc la valeur 1. Quand on refait donc, en réinjectant, le e dans la valeur de a, eh bien en fait on va avoir uc est égal à e plus b fois exponentielle moins t sur taux. Je fais ma résolution et on s'aperçoit à la fin que b est égal à moins e. Donc j'ai trouvé a, j'ai trouvé b. Et bien en fait, je vais remplacer ces valeurs dans la toute première équation de solution proposée et on obtient à la fin, donc ce qui va arriver en dessous, donc UC est égal à E, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Et si on tape ça à la calculatrice ou sur un ordinateur, on s'aperçoit effectivement que ça va nous donner l'allure du régime transitoire avec le régime permanent à la fin. Et donc maintenant qu'on a compris que ce condensateur, donc cette fameuse équation avait une solution très particulière, avec la forme d'exponentielle, qu'elle prend cette allure, on va donc chercher ce qu'on appelle deux caractéristiques, celles qu'on appelle taux et 5 taux. Alors pour essayer de le comprendre, on s'est déplacé en disant que taux, R fois C, ça nous simplifiait le calcul. Et on va se placer dans le temps, de manière très générale, à T égale R fois C, donc à T égale taux. Quand je le remets dans mon calcul, donc j'ai UC qui est égal du coup à la fin à E fois 1 moins exponentielle moins taux sur taux. Et donc à la fin, il va juste me rester que UC est égal à E fois 0,63. Et 0,63 fois E, c'est comme si je me plaçais donc à 63% du générateur. Et bien la caractéristique, c'est de dire que lorsqu'on se trouve à taux, à R fois C en termes de temps, on se trouve à 63% de la charge du condensateur. Système inverse, nous ce qu'on voudrait, c'est de savoir à quel moment on atteint le régime permanent, c'est-à-dire l'asymptote. Et bien en fait, on considère qu'on n'est pas à 100% de E, mais à 99%. Donc on fait la même démarche. UC sera égal à 0,99 fois E. On le met avec la solution de E, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. On fait tout le calcul mathématique, donc là j'ai vraiment abrégé, et à la fin, on obtient que t est égal à peu près 5 fois taux. Donc on sait que dans le temps, si on fait 5 fois taux, 5 fois RC, c'est le temps qu'il faut au condensateur pour se charger quasiment totalement. Et donc il va de soi que plus taux sera grand, plus le condensateur va mettre du temps à se charger, ou à se décharger par la suite. Et donc la tension ne subit pas du coup de variation brutale. C'est ce qu'on avait bien vu, et on le voit bien mathématiquement avec les équations, qu'il faut donc une fonction continue du temps. Et pour donner des exemples, en fait le condensateur qui met du temps à charger ou à se décharger, c'est ce qu'on va aussi avoir donc, pour les défibrillateurs, ce fameux temps de charge avant de donner un choc à une victime. On va aussi l'avoir pour le pacemaker qui va mettre un certain temps de réponse. On va aussi l'avoir pour les écrans tactiles. Lorsqu'on va donc appuyer sur l'écran, on va donc avoir des systèmes de décharge, vu qu'on va faire varier l'épaisseur de la capacité. Lorsque les téléphones vont, on n'arrête pas de toujours les vouloir tourner
avec les accéléromètres dedans ou les manettes de jeu, on se demande pourquoi des fois ça va pas aussi vite que ce que l'on veut. Mais en fait, c'est le temps de réponse qu'il faut au circuit par rapport aux condensateurs qui bougent à l'intérieur, parce que les condensateurs c'est un petit peu comme des peignes. Et donc, lorsqu'on va donc faire varier les longueurs, les épaisseurs, eh bien, il y a effectivement cette transition, ce temps d'attente qu'il faut attendre pour que du coup il y ait l'effet escompté. De ce fait-là, si on prend donc le circuit initial, mais qu'on le passe en position 2 maintenant, donc on va prendre la deuxième boucle qui est donc fermée, sans générateur, donc le condensateur va se décharger, et il se décharge uniquement finalement dans la résistance. Alors on pourrait mettre d'autres résistances à côté, là je fais vraiment le choix unique, d'accord, d'avoir R et C dans une boucle fermée. J'ai mis un ampèremètre pour faire des mesures d'intensité dans un circuit, et je l'ai gardé pour la démonstration. Donc c'est vraiment un appareil de mesure qui ne prendra pas en compte ici les calculs. Donc on se obtient donc avec 0 égale UR plus UC, puisque je n'ai plus de générateur qui envoie de courant. Là on fait la même résolution que pour la charge, ne serait-ce que ce sera plus simple, puisqu'on va avoir un 0 maintenant dans le calcul. Donc on arrive à une équation différentielle, 0 égale d UC sur dt plus UC sur RC. Équation différentielle du premier ordre, j'ai une dérivée de UC, j'ai le terme UC. Donc maintenant, on va chercher le même type de solution que ce qu'on a fait précédemment. Donc ce que je vous propose là maintenant pour la résolution, c'est d'essayer de voir si vous avez compris la première méthode. Donc faites pause. Vous essayez de faire la même démarche, en sachant maintenant que E vaudra 0, et de voir si vous pouvez aboutir, à la fin donc, de l'explication de la vidéo, à la solution de UC. Donc on a dit tout à l'heure, la solution reste la même, UC est égal à A plus B fois exponentielle moins T sur taux. On fait d'abord notre dérivée. Quand on a la dérivée, on la réinjecte dans l'équation différentielle. Du coup, on peut faire des simplifications. On va passer donc à t est égal à taux égal R fois C, ce qui va simplifier l'équation. On peut donc dégager la caractéristique A. Une fois que j'ai trouvé A, je le réinjecte dans l'équation de solution. L'équation de solution, je peux la retravailler dans l'équation pour avoir la valeur de B. Une fois que j'ai A et que j'ai B, du coup, je remets ensemble dans la première solution qui est proposée, et j'arrive enfin donc à dire que UC sera égal à E fois exponentielle moins T sur taux. Là aussi, si je le trace à la calculatrice ou sur l'ordinateur, je m'aperçois que j'obtiens donc ce qu'on avait expliqué tout au début de la vidéo, cette courbe descendante transition par rapport à la tension du générateur. Et donc si on a compris ce qu'on a fait sur le condensateur au moment de la charge, on peut faire la même chose sur la décharge. Si on se place à T égale taux, et bien si à ce temps-là le condensateur était chargé à 63%, lorsque je fais ma résolution moi de UC à T égale taux, et bien j'obtiens en fait 0,37 fois E. Autrement dit, à la décharge, je me trouve à 37% de la décharge de E. Donc on se retrouve bien finalement avec une complémentarité des valeurs entre le moment de charge et de décharge. La décharge quasi complète sera estimée finalement à 1%, donc à 0,01 de la valeur qu'il avait, donc quasiment E, puisqu'on atteint le régime permanent. Et lorsqu'on fait toute la résolution, on s'aperçoit encore une fois qu'on arrive à T égale 5 taux. Donc ce 5 taux, c'est vraiment la valeur caractéristique qui nous dit que soit le condensateur est totalement chargé, ou que le condensateur est totalement déchargé. Ces condensateurs, pour donner un autre exemple, c'est aussi l'équivalent, d'accord, des piles rechargeables.